Bonjour et bienvenue au fil des pages consacré à l'essai de Vincent Badré, historien qui enseigne en banlieue parisienne, professeur d'histoire-géographie. L'histoire fabriquée avec un point d'interrogation, ce qu'on ne vous dit pas à l'école, c'est aux éditions du Rocher. Alors on connaît bien sûr à l'Académie des noms prestigieux comme Pierre Nora, René Raymond, François Furet, Georges Duby, Fernand Braudel, Alain Decaux, Jacques Bainville, Ernest Lavis. Ce sont des noms qui sont naturellement connus de la part de notre interlocuteur aujourd'hui, Vincent Badré, qui est un passionné d'histoire et qui a voulu en quelque sorte rétablir certaines vérités sur la façon dont l'histoire est enseignée, qui est peut-être mal enseignée ou qui peut être déformée au fil du temps, au gré des époques et des mentalités. Bonjour Vincent Badré. Bonjour. Alors on va essayer de croiser, si vous le voulez bien, votre travail. Je précise que c'est un travail extrêmement didactique. Ça n'est pas écrit comme un ouvrage, un essai classique, qui verrait des chapitres se succéder au fil d'une plume qui va au gré des idées. C'est un ouvrage qui est chapitré par événement, chronologique, et chaque fois, vous avez la fabrique d'une idée reçue, puis vous écrivez naturellement comment l'idée reçue sur tel événement ou tel personnage s'est constituée, puis vous avez ensuite l'histoire à découvrir, ce qu'on ne sait pas ou qu'on sait mal, qui n'a pas été enseigné, qui a été tronqué. Et cela va de l'Antiquité à l'époque contemporaine. Alors, d'abord sur la raison même de cet ouvrage. Vous vous êtes aperçu qu'en enseignant, tout simplement, auprès des élèves, il y avait des lacunes, des choses qu'il fallait faire passer ? Alors, je me suis surtout aperçu que nous recevions des manuels d'histoire qui, pour un grand nombre de questions, n'étaient pas tout à fait justes et équilibrés. En effet, les professeurs reçoivent chaque année une bonne dizaine de manuels d'histoire et de géographie. Une bonne dizaine. Ils doivent choisir celui qui sera acheté par la région, pour l'Île-de-France et par l'établissement dans lequel nous sommes. Donc ça veut dire que pour les nouveaux manuels de première, par exemple, il y en a 6 ou 7. Pour les manuels de seconde, il y en avait 8, de différents éditeurs. Et j'ai voulu comparer ce qu'ils disaient, parce que ça nous permet de donner une idée de l'opinion moyenne des enseignants. C'est-à-dire chaque enseignant est extrêmement différent, et j'en ai vu vraiment qui avaient des styles très très variés. Il est maître en son domaine, dans sa classe. classe. Et les enseignants donc ont une assez grande liberté en fait, mais globalement, il y a quand même un certain nombre de points qui posent problème, et donc j'ai voulu aborder la manière dont étaient traitées les questions sensibles, les questions qui font débat et qui peuvent faire l'objet de polémiques. Mais alors, dites-moi Vincent Badré, quand même, sur ces ouvrages que vous recevez, vous dites une bonne dizaine. Déjà, il faut quand même consacrer du temps pour savoir sur quels critères les sélectionner. C'est le professeur qui sélectionne l'ouvrage, ce n'est pas le chef d'établissement, ce n'est pas l'éducation nationale, ce ne sont pas des directives officielles ? Alors, ce n'est ni le chef d'établissement, ni l'éducation nationale, ni les directives officielles, c'est un groupe de professeurs. Et le mot important ici, c'est groupe, puisque vous avez, en fait, dans chaque équipe pédagogique, vous avez des professeurs très variés. Donc, globalement, le critère est quand même d'ordre pratique, c'est-à-dire qu'on essaye de prendre le manuel qui nous permettra le plus d'avoir des documents qui vont nourrir et donner des aspects concrets au cours. Et il est un petit peu compliqué d'expliquer à ses collègues qu'on souhaite utiliser tel manuel parce que c'est le seul manuel de droite qui vous est proposé. Donc, il y a une espèce de consensus et d'apparence de neutralité, de ne pas vouloir choquer. Et quand vous dites manuel de droite, c'est un parti pris politique, on pourrait dire, Vincent. Alors en fait, c'est le seul manuel qui n'est pas, qui est moins orienté que les autres ou qui n'est pas orienté de la même manière. Alors par exemple, vous avez... Tous les autres se ressemblent, c'est ce que vous voulez dire. Il y a quand même beaucoup de ressemblances. Par exemple, sur la colonisation, donc je pensais à celui-là, ce manuel entre guillemets de droite. Bon, c'est le seul manuel qui ne va pas montrer les aspects vraiment violents de la colonisation. L'aspect le plus dur qu'il montre, c'est un Anglais qui se fait éventer par un Indien parce qu'il fait chaud dans les colonies. Alors que vous avez un autre manuel éventé, qui commence... pas éventré, hein, éventé. Voilà, il y a un autre manuel qui commence par non pas des colonisés éventrés, mais par des colonisés avec des mains coupées. En Belgique. Alors au Congo belge. Voilà, et sans préciser, est-ce que c'est une exception, est-ce que c'est quelque chose de systématique. Donc vous voyez, il y a des approches différentes. Et ce qui est dommage, c'est que très souvent, les manuels, en fait, ne donnent qu'une seule approche et ont du mal à montrer que quelque chose peut être une exception ou une règle. Dire que ses mains a été effectivement coupées au Congo belge, c'est tout à fait vraisemblable. Par contre, que ça a été une règle, c'est un petit peu absurde. On ne colonise pas des gens pour les empêcher de travailler. Voilà. Mais, vous voyez, il y a des manières d'approcher par le sentiment, en excitant la compassion, en montrant ce qui était, parce qu'on a des photos de colonisés avec des mains coupées, on n'a pas des photos de ce qui se passait avant, à l'époque où l'esclavage était complètement généralisé en Afrique, par exemple. Donc, vous dites... Et c'est déplorable, c'est ce que vous dites, que d'un fait particulier, on fasse en sorte que ça ressemble à une idée générale, une vérité générale historique. Alors, en l'espèce, c'est le cas. On ne pose pas tellement la question, c'est-à-dire que on n'apprend pas trop ou pas suffisamment aux élèves à se dire est-ce que c'est un cas particulier, est-ce que c'est un cas général, est-ce que c'est de la propagande, est-ce que la personne qui s'exprime dans le document a intérêt à s'exprimer. Donc on a beaucoup de mal
dans les manuels actuels, à former l'esprit critique en apprenant aux élèves à se demander est-ce que le document qu'on me donne est vrai et pourquoi est-ce qu'il a été choisi et est-ce que il est représentatif ou est-ce qu'au contraire c'est une exception. Ce n'est pas en soi un entretien, celui que nous avons en ce moment, sur les manuels scolaires, mais c'est tout à fait intéressant parce que ça amène directement à votre ouvrage, qui est une comparaison et évidemment destiné à relever les lacunes de l'enseignement actuel. Est-ce que vous pouvez nous dire, Vincent Madré, qui fabrique, avant de fabriquer l'histoire, qui fabrique les manuels scolaires? Ce sont bien des éditeurs. Alors en fait, ce sont surtout des professeurs en exercice, donc des professeurs d'histoire-géographie, et en fait, qui font leur travail tout souvent, très sérieusement et avec vraiment beaucoup d'attention, et ce sont des produits très élaborés, mais avec le souci de plaire à leurs lecteurs, à ceux qui vont les choisir, donc aux professeurs qui ont peut-être pas forcément lu sur tous les sujets de manière très critique. Mais vous, par exemple, vous avez été approché par une maison d'édition pour dire, tiens, Vincent Madré, écrivez-moi tel chapitre de tel ouvrage. Ça serait possible. Pas alors, encore, mais quoi d'un point de vue technique, ce serait possible. J'ai participé à des tests de manuels parce que j'avais rencontré quelqu'un qui cherchait des gens pour le faire, pour dire est-ce que notre projet de manuel est bien fait d'un point de vue pratique. Mais le critère, il faut être agrégé, il faut être en exercice depuis un certain temps, il faut être spécialiste de tel ou tel domaine. Quel est le critère pour écrire un manuel d'histoire destiné au plus grand nombre? C'est essentiellement quand même un critère de relation, d'avoir soit d'être en contact. C'est des équipes qui ont une forte tonalité géographique. C'est-à-dire qu'on aura plusieurs professeurs qui se connaissent, donc ça se fait de manière un peu informelle. Et ce qui est intéressant et ce que j'ai pu peut-être montrer dans l'histoire fabriquée, c'est que finalement, il n'y a pas un effet de commandement volontaire, de dire voilà, on va faire de la propagande, etc. Mais il y a une culture qui s'exprime, qui est marquée par la culture du moment. C'est-à-dire que finalement, on a par exemple des manuels de seconde qui doivent parler du Moyen-Âge et qui oublient totalement de parler de femmes de pouvoir au Moyen-Âge, parce que finalement, si on ne se pose pas la question... Vincent Madré, les femmes n'avaient pas d'âme. Alors les femmes n'avaient pas d'âme, ça c'est un mythe du 19e siècle. Vous en parlez. Que les manuels oublient de réfuter. Bon, alors, expliquez. D'où ça vient? Le mythe? Oui, le mythe et puis la façon dont c'est exposé dans les manuels, parce que vous dites ça, c'est l'histoire fabriquée. Alors en fait, là, on prend un exemple logique des manuels scolaires, c'est qu'ils ne se disent pas. Il y a un certain nombre de mythes qui traînent dans la conscience collective et qui sont des inventions plus ou moins littéraires du 19e siècle, relayées par Victor Hugo, par Michelet aussi. Alors il faudrait vérifier pour l'âme des femmes, mais grand académicien, grand romancier, et que certains considèrent comme un historien. Et finalement, soit on se dit, on va réfuter un mythe. On doit faire ce que disait Camille Jullian, l'histoire doit servir la vérité. Et à ce moment-là, on devrait dire, mais écoutez, non, cette histoire d'âme des femmes, c'est complètement absurde. C'est quelque chose qui a été monté en épingle au 19e siècle. Ce qu'on voit dans les manuels d'histoire, c'est que on présente quand même quelques exemples de femmes au Moyen-Âge, mais c'est une sorcière, une hérétique, une femme qui travaille la nuit, ce qui était complètement interdit à l'époque. C'est un exemple tiré d'un roman. Et alors là, on le dit, mais sans indiquer aux élèves qu'il faudrait qu'ils se posent la question de savoir est-ce qu'un roman donne la vérité? Est-ce que c'est en lisant Houellebecq qu'on peut avoir la vérité sur notre époque? Est-ce que c'est en lisant des romans de chevalerie qu'on peut connaître le Moyen-Âge? Dans une certaine mesure, oui. Et finalement, on ne montre pas, dans le programme de seconde, on ne montre pas, et dans les manuels de seconde, de femmes de pouvoir au Moyen-Âge. Pourtant, Dieu sait qu'il y en a eu. Alors, on pense à Aliénor d'Aquitaine, on pense à Blanche de Castille, on pense un peu moins à Isabeau de Bavière, qui a vendu le royaume de France aux Anglais pendant la guerre de 100 ans. Elles ont eu un rôle funeste pour la France, en tout cas. Voilà. Et donc, mais si elle a pu le faire, c'est qu'elle avait le pouvoir de le faire. Et on rentre à ce moment-là dans une logique d'un féminisme un peu étroit, qui dit, finalement, jusqu'à Simone de Beauvoir, il n'y avait rien. Les femmes n'étaient rien, et depuis Simone de Beauvoir, elles ont tout. Alors si on regarde les figures qui sont choisies pour l'époque contemporaine, on aura Simone de Beauvoir dans pratiquement tous les manuels de première, sauf un, et on n'aura pas, ou beaucoup moins, de figures de femmes actives. Pas Margaret Thatcher, pas Golda Meir, pas Indira Gandhi. On aura une fois Nicole Notta, mais pas de femmes qui ont été actives. Donc on va dire il y a un modèle, c'est l'intellectuel, et ça n'est pas l'ouvrière ou la caissière qui travaille de nuit, ou celle qui fait des ménages, etc. Donc on a souvent une vision qui est marquée par notre époque et qui est un peu réductrice. Alors je reviens quand même, et puis après on va croiser les mémoires académiques si vous le voulez bien. Je reviens quand même à cette idée de savoir qui fait les manuels et qui est apte à juger, parce que quand vous dites que on va chercher des modèles du Moyen-Âge dans les romans, l'éditeur de manuels, il voit bien cette information qui lui parvient, il ne dit rien?
Il y a personne, il n'y a pas de comité pour dire, comme un comité de lecture qui dirait, bah non, ça n'a rien à faire dans un livre d'histoire. Alors il y a une coordination, c'est-à-dire qu'il y a un directeur de collection et un manuel est fait par un groupe important de 10 ou 15 professeurs et par des iconographes, des cartographes, etc. Et il y a un directeur de collection. Et en fait, en ayant vécu 3-4 ans en lisant attentivement un grand nombre de manuels d'histoire, on voit que le directeur de collection peut avoir un rôle. Que, effectivement, il donne une tonalité à son manuel, qu'il peut lui donner plus d'ouverture ou lui donner une orientation politique un peu plus marquée que la moyenne. Donc, il y a un chef d'orchestre, mais ça reste un orchestre. Et finalement, ça, c'est aussi quelque chose de rassurant, c'est que dans l'orchestre, il y a des notes intéressantes, utiles, et que le professeur, finalement, choisit, à l'intérieur du manuel, il peut choisir d'en utiliser les virtualités positives, les virtualités d'ouverture, de compréhension des époques qu'il aborde, ou bien alors il peut choisir de rester dans le courant un peu dominant et un peu réducteur. Mainstream. Donc il y a une liberté. J'hésite à le dire sur l'Académie. Mainstream, c'est un anglicisme, oui. Pardon. Soit donc il peut adapter en fonction de son degré d'ouverture d'esprit. Voilà, tout à fait. Allez, Vincent Badré, vous restez avec nous, l'Histoire fabriquée, aux éditions du Rocher, ce qu'on ne vous dit pas. Au fil des pages, avec Vincent Badré, professeur d'histoire-géographie en banlieue parisienne, l'histoire fabriquée avec un point d'interrogation, ce qu'on ne vous dit pas à l'école. Il nous a expliqué de manière précise comment les manuels d'histoire étaient conçus, il les compare, et il nous dit, dans un ouvrage extrêmement didactique, la façon dont l'histoire est parfois lacunaire. L'idée reçue d'un côté, et ce qu'on a manqué de découvrir et qu'il faut découvrir à tout prix sur des événements qui vont de l'Antiquité à l'histoire contemporaine. C'est dire le travail que Vincent Badré a mené. J'aimerais bien, à présent, Vincent Badré, qu'on croise un peu, j'ai cité quand même des noms au début de cette émission, des noms d'académiciens prestigieux. On sait que l'Académie a quand même eu un rôle très important en matière historique. Vous distinguez plusieurs types d'académiciens qui nous permettent de situer leur rapport à l'histoire. L'Académie a élu un certain nombre de grands historiens et qui ont participé à la construction, à la fabrication de la manière dont chaque époque voyait l'histoire de France et dont elle rentrait en résonance avec sa mémoire, dont elle choisissait finalement ce qu'elle voulait retenir ou ce qu'elle voulait mettre en avant de son histoire. Alors, il y a par exemple, et elle l'a fait aussi avec une certaine variété, y compris au même moment. Et en particulier, on a des historiens qui ont été élus et qui ont fait attention au caractère personnel de l'histoire. Au fait que l'histoire, c'est d'abord une histoire d'hommes, une histoire de personnalités qui ont une vie concrète. Qui sont-ils alors? Des noms. Alors par exemple, on a Gaston Lenôtre, donc qui a été considéré comme spécialiste de la petite histoire, donc qui a beaucoup étudié la Révolution, en montrant les petits personnages, les gens méconnus, par exemple la femme de Danton, et comment est-ce qu'ils ont vécu la fin de leur vie, quels étaient leurs cadres de vie. Ou bien alors, Alain Decaux, on est loin des champs de bataille là. Très loin des champs de bataille, et en même temps, je lisais récemment une citation de la princesse Palatine, donc qui expliquait que le problème de Versailles, c'est qu'on y chiait dans tous les coins, et donc finalement toutes les batailles ne peuvent exister si on n'est pas en bonne santé, etc. Donc cette histoire-là, finalement, elle est très très négligée aujourd'hui, alors que elle joue un rôle dans la grande histoire, si vous voulez. Elle est négligée, y compris dans des documents que les élèves pourraient commenter. Alors oui, c'est très paradoxal, mais les manuels actuels, finalement, n'ont pas du tout repris un aspect de la nouvelle histoire qui était de s'intéresser à la vie des humbles, à la vie matérielle, à la vie concrète. Et donc on n'aura pas de femme, pas d'épouse, pas d'amante, pas de corps, pas de mal aux dents, pas de problème de santé. Donc on a une histoire extrêmement abstraite, extrêmement théorique, qui cherche à construire des notions, alors ce qui est tout à fait nécessaire et respectable, mais au point d'en oublier souvent l'histoire de la vie matérielle et aussi l'aspect des passions. Alors par exemple, Alain Decaux, donc racontait un grand nombre d'anecdotes historiques en cherchant des témoignages. Donc il raconte par exemple Mussolini qui vient de s'évader, qui a été renversé par ses fidèles en 1943, qui s'évade et qui se prend la tête dans les mains, qui est un peu inquiet de réussir à s'échapper définitivement. Donc de montrer que inquiet et impatient. Et donc il essaye de montrer l'aspect psychologique, l'aspect des passions humaines, l'aspect de la volonté, de l'impatience, de la rage, qui peuvent exister dans le fascisme. Alors nous, on parle du totalitarisme, mais on oublie toutes les dimensions, on a beaucoup tendance à oublier la dimension humaine et psychologique de cette histoire-là. Alors Gaston Lenôtre pour la petite histoire, Alain Decaux pour l'histoire psychologique. Quels sont les autres académiciens qui ont marqué à leur manière la fabrication de l'histoire? Alors, il y a, si on parle de l'époque récente, Fernand Braudel, donc qui a étudié la Méditerranée, qui a été considéré comme le pape de la nouvelle histoire, une histoire qui refusait de tout donner aux personnages. Alors résultat, on a un peu tendance à ne rien donner du tout aux personnages,
et à oublier que bien des académiciens comme Bourdelle, comme Duby ont fait des biographies qui se sont intéressés aussi aux événements, qu'ils ont intégré les événements dans une réflexion plus large, mais qu'ils ne les ont absolument pas négligés.